Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Début de Territoire Sénat avec l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin. Bonjour Saveria. Bonjour à tous. Après un week-end de nouveau émaillé de violence en marge des manifestations des Gilets jaunes, le pouvoir s'interroge sur la sortie de crise. Emmanuel Macron a consulté les chefs des groupes parlementaires. Aujourd'hui, il reçoit le président du Sénat, Gérard Larcher, alors que plusieurs options, référendum, convocation du Congrès, sont évoquées. L'actualité au Sénat, c'est le vote définitif demain de la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs ont modifié le texte, notamment en rejetant les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Ils ont aussi touché à plusieurs mesures concernant l'environnement. Le projet de loi sur les mobilités, il sera examiné dans un mois au Sénat. Le gouvernement présente ce texte comme une boîte à outils. Objectif, réduire les fractures sociales et territoriales. 13 milliards d'euros sont notamment prévus pour les infrastructures de transport. L'actualité au Sénat, c'est le vote définitif demain de la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs ont modifié le texte, notamment en rejetant les privatisations d'Aéroports de Paris ou encore de la Française des Jeux. Ils ont aussi touché à plusieurs mesures concernant l'environnement. Les explications de Samia Dechir. Après 2 semaines d'examen, la loi Pacte version sénatoriale n'a plus grand-chose à voir avec le texte du gouvernement. La privatisation d'Aéroports de Paris, mesure phare du projet de loi, a été massivement rejetée, à droite comme à gauche. Est-ce qu'on doit donner une entreprise aussi stratégique à des mannes financières ou à des profits purement financiers? ADP est un aménageur national et international. Il faut le garder public. Il faut conclure. La privatisation de la Française des Jeux a subi le même sort. Seule la réduction des parts de l'État dans Engie à moins de 33% a été acceptée par la majorité sénatoriale. Autre volet de la loi Pacte, largement modifié par la Chambre haute, celui de l'écologie. Les sénateurs ont repoussé d'1 an l'interdiction des couverts, touillettes et autres ustensiles en plastique. Motif, les fabricants auraient besoin de temps. Il faut que nous arrêtions ce que j'appelle et ce que nous sommes un certain nombre à appeler le plastic bashing. Laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter. La loi Pacte prévoyait aussi d'inscrire dans le Code civil l'obligation pour les entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. La majorité sénatoriale y voit une contrainte supplémentaire pour les petites entreprises. Elle a donc voté contre. Mais l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, reviendra sans doute sur les modifications du Sénat. Et Saveria, après un week-end émaillé de violence en marge des manifestations des Gilets jaunes, le pouvoir s'interroge sur la sortie de crise. Emmanuel Macron a consulté les chefs des groupes parlementaires. Aujourd'hui, il reçoit Gérard Larcher, le président du Sénat. Plusieurs options, référendum, convocation du Congrès, plusieurs options sont évoquées. Fabien Recker. Reçus à l'Élysée, les patrons des groupes politiques du Sénat avaient des messages à faire passer, notamment en matière institutionnelle, alors que l'exécutif envisage un référendum en même temps que le scrutin européen en mai prochain. Sur la crise démocratique, ça servirait à rien de faire un QCM sur des sujets institutionnels. C'est pas ce qu'attendent les Français, pas du tout. Ils attendent du pouvoir d'achat. La question sociale reste donc prioritaire pour les sénateurs, alors que la grogne des Gilets jaunes n'est pas éteinte. J'ai rappelé au président le triptyque sur lequel il a été élu. Libérer, protéger, unir. Et je lui ai dit que manifestement, le bouclier fiscal qui avait été lancé au début du quinquennat répondait au mot de libérer, pour certains en tout cas, une minorité, mais que l'équilibre n'était pas au bon niveau pour protéger et pour unir le pays. Donc... Un pays qui souffre aussi du mal-être de ses élus locaux. Le patron des centristes au Sénat veut croire à une prise de conscience du président. Je crois que le président de la République, en cheminant dans les territoires de France, a repris un contact peut-être qui s'était distendu avec les élus locaux et une partie de la population. Des radicaux aux communistes en passant par les indépendants, les sénateurs s'interrogent également sur le rôle à venir du Parlement dans la transposition des remontées du grand débat. Le projet de loi sur les mobilités, il sera examiné dans un mois au Sénat. Le gouvernement présente ce texte comme une boîte à outils. Objectif, réduire les fractures sociales et territoriales. 13 milliards d'euros sont notamment prévus dans les infrastructures de transport. Jordan Klein.
C'est une centaine d'acteurs du dossier qui ont été auditionnés. Et aujourd'hui, plusieurs points ressortent de ce projet de loi, à commencer par le transfert des compétences en matière de mobilité vers les régions ou les intercommunalités. Sur le volet financier, le projet de loi fixe par ailleurs les objectifs d'investissement de l'État dans les transports pour les 10 prochaines années. Sur les nouvelles formes de mobilité, comme les trottinettes électriques, un cadre réglementaire va être discuté. En effet, un vide juridique existe aujourd'hui. Où circuler ou déposer les trottinettes en libre service? Faut-il porter un casque? Des questions auxquelles le projet de loi devrait apporter des réponses. Concernant les autoroutes, il est proposé de créer des péages à flux libre, c'est-à-dire de supprimer les barrières avec un double objectif. Réduire l'empreinte écologique, mais aussi fluidifier la circulation. La création de péages urbains ou d'une taxe sur les poids lourds n'ont finalement pas été intégrées. À partir du 19 mars, le projet de loi sera discuté en commission au Sénat. Beaucoup de modifications devraient être apportées. Voilà, place maintenant à la deuxième interview politique de notre émission. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Centriste, sénateur de l'Eure, merci d'être sur ce plateau pour cette interview politique. Bonjour Hervé Moret. Avant de parler de cette loi mobilité, vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Aujourd'hui a lieu un grand colloque sur les gares, on va en parler également. J'aimerais tout d'abord vous entendre sur l'actualité aussi, l'actualité de ce week-end, les violences qui ont de nouveau émaillé les manifestations des Gilets jaunes. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire, qu'est-ce que le pouvoir doit faire pour mettre définitivement fin à la crise et à ces débordements ? Écoutez, c'est vrai que c'est assez préoccupant et inquiétant parce qu'on voit que de samedi en samedi, les violences continuent. Elles n'ont pas tendance à diminuer. Alors que la mobilisation est moindre. Oui, tout à fait. Ce qui montre bien qu'il y a un noyau dur de personnes violentes extrêmement actives et que l'on n'arrive pas à faire reculer sur ces sujets-là. Donc maintenant, la question, elle appartient évidemment au président de la République et au gouvernement, c'est comment il assure sa sortie de ce grand débat. Ce grand débat suscite un espoir dans le pays, suscite des attentes et de ce fait, il est encore plus attendu par rapport à ce qu'il pourra proposer au final. Parce que s'il ne ressort rien de ce grand show à travers la France, le phénomène de déception, il sera encore plus grand et les mécontentements encore plus importants. On parlait des violences et des manifestations, c'est des violences qui ont aussi visé les parlementaires, 70 parlementaires victimes d'attaques. Le domicile privé de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a notamment été incendié. Pourquoi les élus sont pris pour cible de cette façon ? Écoutez, je crois qu'il y a un phénomène d'anti-parlementarisme, d'anti-politique, d'anti-establishment, auquel les journalistes n'échappent pas non plus, il faut bien le reconnaître, même si pour l'instant, et j'en suis très heureux pour les journalistes, il n'y a pas eu de violence aussi forte qu'à l'égard des parlementaires. Ce qui est clair, c'est qu'en démocratie, rien ne justifie la violence. On est dans un pays où chacun peut s'exprimer à l'occasion des élections, on aura encore prochainement des élections, on aura peut-être un référendum, c'est ça la démocratie. Et donc ces violences, elles sont totalement injustifiées et inacceptables. Gérard Larcher est reçu tout à l'heure par le président, par Emmanuel Macron. Le Sénat a un rôle à jouer dans la sortie de crise ? Oui, je crois que le Sénat, et on le voit bien d'ailleurs dans cette période, le Sénat est de plus en plus en phase avec les territoires et avec la réalité du pays. Parce qu'un des problèmes et une des explications de la crise, c'est qu'on a un pouvoir politique qui a été pendant des mois totalement coupé de la réalité du terrain. C'est vrai du président qui ne sortait pas de l'Élysée jusqu'il y a encore quelques semaines. C'est vrai des ministres qui pour la plupart n'ont aucun ancrage local. C'est vrai des députés qui ont été élus dans une vague et dont certains n'ont pas hésité à dire « je suis pas là pour faire ce que souhaitent mes électeurs, je suis là pour voter la loi ». Donc on a un pouvoir totalement déconnecté de la réalité. Et en face de ça, on a un Sénat qui, fidèle à lui-même, est très ancré dans les territoires, depuis des mois à faire monter un certain nombre de choses. On a quand même été les premiers à dire qu'il fallait faire en sorte que la fiscalité écologique, aussi nécessaire soit-elle, ne soit pas punitive. On a été les premiers à dire que ce qu'on appelait de la fiscalité écologique, en fait, c'était uniquement pour boucher les trous de l'État, les trous budgétaires, que ça ne pouvait pas être accepté. Et on voit bien que le gouvernement qui avait dit on remettra tout ça à l'Assemblée, finalement, il a dû accepter ce qu'on avait voté. Hervé Moret, sur l'issue de la crise, on en parlait tout à l'heure, seriez-vous favorable à un référendum ? Le Premier ministre Édouard Philippe s'est montré sceptique, on l'a entendu depuis la semaine dernière. Gérard Larcher y est très opposé. Vous, quelle est votre position ? Parce qu'on parle d'un référendum, on parle aussi d'un congrès, la convocation possible d'un congrès. Est-ce que c'est vraiment une réunion de parlementaires à Versailles qu'attendent les Français ? Ce qu'attendent les Français, c'est du pouvoir d'achat.
Et la capacité de sortie de crise, elle va dépendre de ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable d'apporter aux Français des perspectives en termes d'évolution du pouvoir d'achat? Et c'est pas un référendum, ni même un congrès, et encore moins un congrès, qui permettra de répondre aux attentes des Français. Pourtant, le président a mis 10 milliards d'euros sur la table et les Français, en tout cas les gilets jaunes, sont toujours dans la rue. Oui, parce que le président a attendu trop tard pour réagir. Vous savez, c'est comme un incendie. Plus vous tardez, plus il faut mettre de l'eau pour l'éteindre. S'il avait écouté le Sénat qui très tôt a dit qu'il faut suspendre cette augmentation de la taxe carbone au lieu d'être pendant des semaines à dire on reste là où on est et on reste droit dans nos bottes, pour reprendre une formule célèbre, eh bien l'incendie aurait été éteint plus rapidement et plus facilement. Je voudrais dire maintenant quelques mots. Je voudrais vous interroger sur la loi mobilité, un texte qui sera examiné dans un mois au Sénat. Mais c'est un texte important également dans le contexte actuel, dans le contexte de la mobilisation des Gilets jaunes, parce que c'est un texte qui évoque les fractures territoriales. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce qu'on va désenclaver les territoires avec ce texte, avec ce projet de loi? C'est la volonté affichée de ce texte, mais ce texte, il a quand même un certain nombre de défauts majeurs, au premier rang desquels le fait qu'il n'y a aucun financement. C'est très bien de dire il va y avoir partout des autorités organisatrices de la mobilité. On annonce 13 milliards d'euros, 13 milliards pour les infrastructures de transport. Vous dites que ce n'est pas financé, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les intercommunalités vont être chargées de mettre en place des services de mobilité. Comment elles le feront alors qu'il n'y a aucune ressource de prévue? Aujourd'hui, il n'y a aucune ressource de prévue pour des intercommunalités qui vont devoir mettre en place des services de mobilité. J'ai déjà interrogé la ministre sur ce sujet quand elle est venue devant mon groupe politique la semaine dernière. Je le referai cette semaine quand elle viendra devant la commission que je préside. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les infrastructures, la ministre reconnaît elle-même que les 500 millions dont on a besoin chaque année pour réaliser ce plan, ils n'y sont pas, puisqu'elle a dû renoncer à mettre une taxe sur les poids lourds, qu'elle a dû renoncer à envisager des péages urbains. Donc elle-même reconnaît qu'il manque 500 millions par an. C'est une réforme qui n'est pas financée. Totalement. Et elle nous dit, mais on verra dans les prochaines lois de finances. Je trouve ça incroyable qu'on arrive avec une réforme en reconnaissant qu'elle n'est pas financée et qu'on verra plus tard comment elle sera financée. Et je vous invite à regarder le tableau de programmation financière de la loi, où on voit que ce qui est prévu pour arriver peu ou prou à financer, c'est d'augmenter les produits des radars, c'est-à-dire avoir encore plus d'amendes pour excès de vitesse, où il est prévu dans les années qui viennent un doublement des recettes des radars. Donc je pense que les Français et Françaises seront très heureux d'apprendre ce matin que le gouvernement envisage de doubler les amendes pour excès de vitesse. Vous comptez donc du coup modifier de façon importante ce texte lors de son examen au Sénat? Au moins sur ce sujet. Vous savez que le Sénat, et on l'a prouvé notamment sur la réforme ferroviaire, n'est pas dans l'opposition systématique, n'est pas dans la démagogie, n'est pas dans la surenchère, mais c'est que les textes qui sortent de cette maison tiennent la route. Et comment avoir une réforme aussi importante que celle-là sans qu'elle soit financée? Donc effectivement, on proposera des solutions financières. Vous évoquez la réforme ferroviaire justement, 6 mois après le vote de la réforme de la SNCF. Quel est le bilan que vous en faites de cette réforme? C'est trop tôt pour dresser un bilan, puisqu'en ce moment, on est plutôt dans la phase où les différents acteurs, et notamment la SNCF, se préparent à la mise en œuvre effective de cette réforme qui interviendra au 1er janvier 2020. Donc au sein de la SNCF, il y a des négociations par rapport à la convention collective, les différents opérateurs se préparent à entrer dans un marché concurrentiel, les régions à ouvrir leurs appels d'offres. Voilà, on est plus dans une phase intermédiaire entre le vote de la loi et sa mise en œuvre. Toujours en restant sur le dossier de la SNCF, un colloque est organisé aujourd'hui sur les gares qui sont justement dans ce domaine-là un atout d'équilibre des territoires, un atout essentiel. Oui, les gares sont des facteurs d'attractivité des territoires. Les gares sont aussi de plus en plus des lieux de vie. Un certain nombre de gares aujourd'hui sont d'une grande qualité, mais on est très loin d'avoir partout des gares dans un état satisfaisant, et notamment les plus petites gares dans nos territoires. Et beaucoup sont abandonnées aujourd'hui. Alors, celles qui sont abandonnées, c'est en général celles qui n'ont plus de passagers. Mais un certain nombre sont dans un par d'autres opérateurs. Elles ne sont plus gérées par la SNCF. Elles sont co-gérées par la SNCF. Privés, comme les relais H, ça peut arriver. Enfin, les gares aujourd'hui sont gérées par la SNCF et par leur filiale qui s'appelle Gares et Connexions. Mais ce qu'il faut, c'est que là où il y a des gares très, très rentables, je pense notamment aux grandes gares parisiennes, aux gares de grandes métropoles, c'est qu'il y ait une péréquation, puisqu'elle dégage des bénéfices importants, pour mieux financer, mieux entretenir et améliorer la qualité de certaines gares qui en ont grand besoin encore. Pour terminer, Hervé Maurey, j'aimerais vous entendre rapidement sur l'état. Il y a une mission d'information au Sénat sur l'état des ponts. On est 6 mois après le drame de Gênes, l'effondrement du pont de Gênes qui avait fait 43 morts. Le Sénat se penche sur l'état des ponts. Il y a 200 000 ponts en France qui sont gérés par les communes. Est-ce que l'état de nos ponts est inquiétant aujourd'hui ?
La question, elle se pose par rapport aux ponts qui sont gérés par les communes et les intercommunalités. Les ponts de l'État, les ponts des départements sont régulièrement entretenus, surveillés. Dans les petites communes, dans les petites intercommunalités, aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas une connaissance de la réalité de ces ponts. Et il faudrait arriver à ce que les collectivités locales puissent établir des diagnostics sur l'état de leurs ponts. C'est ce que vous faites avec cette mission ? C'est pas notre travail d'aller diagnostiquer les 100 000 ponts gérés par les communes. Mais notre travail, c'est de faire un diagnostic sur l'état des ponts en France, mais au sens entretien, au sens connaissance de ces ponts, État, département, commune, et surtout de faire des préconisations qui permettent que demain, les ponts qui sont sous responsabilité des communes et des communautés de communes soient mieux appréhendés quant à leur nombre et quant à leur état et quant à la nécessité de faire les travaux. Et cela sans créer de nouvelles charges pour les collectivités locales qui sont, comme vous le savez, dans une situation financière difficile et sans rajouter des normes. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Hervé Moret, vous êtes auteur du rapport Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte. On vient de l'apprendre, la justice a confirmé la fermeture pour 6 mois de la mosquée Al-Wattar à Grenoble. En cause, ce sont les prêches radicaux de son imam, appelant notamment au djihad armé. Où en est-on sur ce sujet ? Écoutez, le gouvernement nous annonce un projet de loi que l'on ne voit pas venir. Et d'après les éléments que l'on a, ce projet de loi, il n'intègre pas la dimension relation collectivité locale et lieu de culte. On va voir se multiplier des affaires comme à Grenoble. Oui, à Nice, vous avez vu Christian Estrosi aussi fait appel d'une décision du même type. Nous, on a préconisé, il y a maintenant plus de 3 ans au Sénat, un certain nombre de mesures. J'ai d'ailleurs déposé il y a quelques jours une proposition de loi qui reprend les mesures que nous avions préconisées puisqu'elles sont restées lettres mortes, notamment sur une plus grande transparence du financement des lieux de culte. Aujourd'hui, quand on construit dans une commune un lieu de culte, et disons-le une mosquée, on n'a aucun élément sur la manière dont c'est financé. C'est tellement vrai que Tracfin, dans certains cas, a été appelé à regarder les conditions dans lesquelles une mosquée avait pu être construite. Et à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de déposer des amendements pour demander la transparence. Aujourd'hui, on est dans un monde de transparence. La moindre association de boulistes, elle doit fournir chaque année à la commune. Là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. J'ai réussi à le faire voter au Sénat et ça a été supprimé à l'Assemblée nationale. Merci Hervé Moret. Merci à vous. Sénateur de l'Eure, d'avoir été notre invité politique. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Alors aujourd'hui, on vient d'en parler. Il faudra suivre à partir de 14h un colloque, le colloque sur les gares, un atout pour les territoires et leurs habitants, en présence de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, organisé en salle Clémenceau. Demain, à partir de 14h30, vote solennel de la loi PAC, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, explication de vote, puis vote solennel. Et puis, autre temps fort cette semaine en séance, la nouvelle lecture du projet de loi de réforme de la justice et de renforcement de l'organisation des juridictions. C'est à suivre dès 16h demain. En séance. Et vous allez suivre tout ça. Saveria, merci. On passe tout de suite à une rubrique connue de cette émission maintenant, l'œil 2, dans un instant. Bonjour, c'est la deuxième fois que vous venez. Arnaud Benedetti, merci, historien de la communication politique, d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Gérard Larcher, on l'a dit, est reçu tout à l'heure à 13h par Emmanuel Macron. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Il y a déjà un enjeu pour les deux hommes qui consiste à montrer que dans une période de trouble, les institutions restent unies et solidaires. Et ça, c'est un point important. Et puis, chacun a un agenda personnel, un agenda lié à sa propre institution. Le président de la République, dans l'exercice du grand débat, veut montrer qu'il dialogue avec l'ensemble des acteurs institutionnels et notamment avec le Sénat, qui est quand même le représentant des territoires et la Chambre des élus. Après qu'on ait notamment contesté sa façon d'exercer de manière un peu solitaire le pouvoir. Et puis, Gérard Larcher, c'est vraisemblablement aussi pour rappeler qu'il n'y aura aucune sortie de crise sans que finalement le rôle et la réflexion du Sénat ne soient prises en compte. Justement, le Sénat a un rôle à jouer dans cette sortie de crise ? Bien évidemment, le Sénat d'abord est une chambre de l'enracinement, c'est la chambre des territoires, c'est la chambre des élus locaux et cette crise, il ne faut jamais oublier qu'elle part d'abord des territoires. C'est une crise qui symbolise d'une certaine façon la fracture territoriale. Mais le Sénat aussi a un rôle extrêmement important parce que cette crise, c'est une crise aussi des équilibres institutionnels. Et donc le fait que le Sénat intervienne directement dans le processus de résolution de la crise
en tant que contre-pouvoir, constitue en effet un facteur particulièrement important. Et puis il y a un dernier point qui est lié finalement au contexte politique que l'on a connu ces 2 dernières années, c'est que le Sénat est une chambre de stabilité avec des élus expérimentés et il n'a échappé à personne que l'un des reproches qui était aussi fait à la majorité actuelle, c'était parfois son manque d'expérience. Gérard Larcher s'est dit publiquement totalement opposé à l'idée d'un référendum. Certains évoquent désormais, on en a beaucoup parlé du référendum, maintenant on parle aussi de la convocation d'un congrès. Est-ce que c'est ça la bonne sortie de crise, un référendum, un congrès? Est-ce que c'est ça qu'attendent les Français? Alors le Congrès, le problème c'est que nous vivons une crise de la représentation, c'est-à-dire une crise de la médiation, qui est d'ailleurs liée finalement au fonctionnement de nos sociétés, qui sont aujourd'hui des sociétés de plus en plus désintermédiées, et dans lesquelles d'ailleurs les réseaux sociaux et Internet jouent un rôle particulièrement important. Est-ce que la réponse qui consiste à passer, disons, exclusivement par la réunion d'un Congrès sera en mesure de satisfaire les revendications des Gilets jaunes et d'une partie de l'opinion publique? On peut en douter. Quant à la question référendaire, elle est extrêmement compliquée, parce qu'on sait très bien que le référendum est un dispositif extrêmement piégeant pour une majorité, et en l'occurrence, on n'est pas sûr que ce soit dans la situation actuelle le meilleur moyen pour le président de la République et sa majorité de sortir indemne. Gérard Larcher veut relancer le droit de pétition. Le droit de pétition, c'est quelque chose qui existe dans notre droit, dans notre Constitution. Qu'est-ce que c'est d'abord? Le droit de pétition, c'est la possibilité pour un certain nombre de citoyens de pouvoir tout simplement faire émerger sur l'espace public, et notamment dans l'espace parlementaire, un certain nombre d'enjeux. Donc si je comprends bien le processus qui serait plus ou moins, en tout cas, proposé, ce serait la possibilité pour les citoyens de faire émerger un certain nombre de niches parlementaires qui seraient discutées ensuite au Parlement. L'avantage de ce processus, c'est à la fois, si vous voulez, d'atteindre un point d'équilibre entre la nécessité de préserver la dimension représentative de notre démocratie et la dimension participative qui est au cœur des revendications des Gilets jaunes. Mais néanmoins, quel est l'intérêt de le relancer? Parce que ce sont des initiatives qui seraient prises par les élus, par les parlementaires, et non par les citoyens. C'est pas le RIC, justement. Non, c'est pas le RIC, mais vous savez qu'un certain nombre de parlementaires et d'hommes politiques, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont réservés quant à la faisabilité du RIC. Donc le droit de pétition, justement, permet quelque part d'être sur une ligne de crête qui, à la fois, tient compte de la nécessité, encore une fois, de respecter les codes de la démocratie représentative, mais en même temps de prendre en compte cette aspiration des citoyens à être de plus en plus partie prenante de la construction, finalement, des politiques publiques. C'est un mi-chemin, en fait. C'est un mi-chemin. Très bien. Merci beaucoup. Arnaud Benedetti, historien de la communication politique. Je retiens cette expression, crise de société désintermédiée. Oui, en effet, aujourd'hui, l'un des vrais soucis, c'est que toutes les autorités, quelles qu'elles soient, sont remises en question, et que nous vivons dans, finalement, des sociétés qui permettent une désintermédiation, une relation à l'autorité qui est assez directe. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, historien de la communication politique. On passe tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne, régionale et nationale, dans un instant. Et on commence avec Libération, Champagne et la réforme de l'école de Jean-Michel Blanquer. Après le travail, mais avant les retraites, le gouvernement se penche sur la réforme de l'école et de la formation des maîtres, une école de la confiance discutée par les syndicats. Instruction obligatoire des 3 ans, rôle accru des surveillants, refonte de la formation des professeurs. L'Assemblée examine aujourd'hui le premier grand texte sur l'école du quinquennat Macron, une loi qui crispe les syndicats, nourrit les critiques. Objectif, élever le niveau général des élèves et promouvoir la justice sociale. Et à la une de l'Ardennais, un des journaux du groupe Rossel, il lutte contre l'obésité. Elle est présente et nombreuse dans l'Est. C'est un fléau qui touche de plus en plus de monde. L'obésité frappe particulièrement l'Est de la France, selon un spécialiste de Sedan. Un gène est à l'origine de la maladie. Il préconise un dépistage précoce. L'équipe du docteur Alain Hureau bataille contre l'obésité des enfants. Ce ne sont pas les bonbons qui rendent les enfants gros, mais une maladie génétique qui les pousse à en manger trop. Un dépistage précoce et systématique les aiderait donc. À la une de la Charente Libre, un des journaux du groupe Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, ce sont ces entreprises à l'accent allemand. Ils sont très nombreux en Charente. Les Allemands sont les investisseurs étrangers les plus nombreux en Charente. Ils sont présents dans la distribution, le transport, la logistique. L'Allemagne est déjà le premier investisseur étranger en France, tout en restant le premier partenaire commercial de l'Hexagone avec 16% des exportations françaises. L'un des atouts mis en avant par les investisseurs, c'est le positionnement géographique de notre pays qui est associé aux infrastructures de transport.
en font un hub, un point névralgique important pour accéder facilement à d'autres pays d'Europe. Et le choix d'Olivier Biscay, qui dirige le Midi Libre, c'est la doyenne des Français. Regardez cette photo magnifique de Lucie Randon. Elle a 115 ans, Saveria. Sœur André, de son vrai nom, Lucille Randon, à 115 ans. Elle est notre doyenne depuis 2017. Cette religieuse de la Compagnie des Filles de la Charité est née en 1904 à Alès. Sœur André, qui est aussi désormais la religieuse la plus âgée au monde, regrette de ne plus pouvoir lire, écrire, dessiner, broder et tricoter. Mais elle ne tarit pas d'éloges sur les soins et l'affection qu'elle reçoit à Toulon. Son secret de longévité, le bon Dieu ne me veut pas. Avec une magnifique photo. Merci Voilà. Saveria, on vous retrouve demain. Merci pour cette troisième partie d'émission. On va tout de suite passer à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Mais vous savez, c'est une particularité dans cette émission, le temps qu'il fait aussi dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. Tout de suite derrière, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est passé hier soir, alors dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais également ce matin dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Et on se retrouve après. Merci Saveria. Très bonne journée. À demain. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Devant l'Assemblée nationale, au milieu des heurts, un gilet jaune a été très grièvement blessé. L'homme d'une trentaine d'années, plombier de profession, a eu 4 doigts arrachés, probablement à cause d'une grenade de désencerclement. Il m'a dit, on est arrivé devant l'Assemblée nationale, hier. On devait continuer le cortège, déclaré, boulevard Saint-Germain. La police a tout bloqué et nous a aspergé de gaz. Et à ce moment-là, des éléments violents, des gens dangereux, ont été laissés rentrer devant les caméras de télévision. Il y a eu une attaque contre le fronton de l'Assemblée nationale, des gens qui manifestement voulaient rentrer dans l'Assemblée nationale. Les gendarmes se sont déplacés d'ailleurs pour protéger les grilles et se sont retrouvés à un moment donné encerclés face à une foule très hostile et ils ont voulu se désencercler, comme vous le dites. J'accuse le gouvernement chaque semaine de scénariser ces violences pour discréditer un mouvement social sincère et profond. Il faut aussi que les oppositions elles arrêtent de jouer un jeu de dupes. Moi, je vois Marine Le Pen, par exemple. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Face caméra, elle accuse. Hors champ, elle excuse. C'est ce genre de double visage, ça mène à des violences. On ne peut pas souffler comme ça le chaud et le froid. Je pense qu'il y a un mélange de radicalisation politique ou d'extrême. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a une espèce d'autorisation à la violence. Et là, ça nous concerne tous comme citoyens. Parce que si on accepte que le mode d'expression pour dire ce qu'on a à dire soit la violence, il n'y a pas d'issue pour la République et la démocratie. Ça ne justifie pas, mais on s'étonne qu'il y ait de la violence, puisqu'en plus, ces mesures du 10 décembre ont été obtenues du fait de la violence. Donc, c'est pas qu'on la relativise, c'est qu'on doit dire, effectivement, à un moment donné, c'est la violence qui a permis l'obtention d'un certain nombre d'avancées. En l'espace de quelques jours, on a essayé de brûler la maison du président de l'Assemblée nationale. On a incendié des véhicules des forces armées qui luttent contre le terrorisme. On a essayé de pénétrer de force dans l'Assemblée nationale. Je crois que tout ça est inouï. Il y a un niveau de violence qui a été franchi, qui est absolument condamnable. Moi, j'ai envoyé un texto à Richard Ferrand dès le soir, parce que j'étais choqué, je pense, comme beaucoup d'élus. Et puis, en plus, Richard Ferrand est un de ceux qui, quand nous avons eu, par exemple, Maïa partir avec l'extrême droite, des menaces, etc., a toujours le mot qu'il faut. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part.
toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée, comme doit être condamnée absolument la violence qui s'exprime en ce moment et qui s'est exprimée à nouveau ce week-end à travers des tags antisémites. Voilà, demain, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État à l'Europe et aux Affaires étrangères, qui sera sur ce plateau. Jeudi, on sera de nouveau en multiplex et en direct de nombreux points du territoire, où ont lieu les grands débats nationaux avec les télévisions locales de France, et le réseau VIA, bien sûr, et la presse quotidienne régionale. Donc jeudi, en multiplex et en direct depuis de nombreux points du territoire dans cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain aux mêmes heures. Au revoir à tous.